Good morning, everyone. Bonjour. I'm going to start by Je vais commencer par présenter toutes les personnes ici présentes, à commencer par la gauche, Géraldine O'Flynn, une des productrices du film, Bertrand Fèvre, un autre producteur, Géraldine Bajard, co-scénariste, Emily Beecham, actrice, Jessica Hausner, réalisatrice, Phoenix Brossard, acteur, Philippe Baubert, un des producteurs, Martin Geschlatt, directeur de la photo, Bruno Wagner, producteur. Bienvenue à cette conférence de presse. Je vais commencer par vous poser une question. Je vais citer un de mes collègues parce que j'ai adoré ce que j'ai lu dans un article ce matin. Il a dit que c'était fascinant du début à la fin. Je ne vais pas vous demander de parler de cet article, mais peut-être des références qu'il avait citées là-dedans, en termes de science-fiction et votre utilisation de toutes ces méthodes pour raconter votre histoire. Eh bien, ce film, c'est un film de genre, certes, mais ça ne l'est pas non plus exactement. L'idée, c'était que la fin soit heureuse. Contrairement aux films d'horreur, aux polars, où tout le monde est infecté et que c'est catastrophique. En fait, ce que je souhaitais faire, c'était de montrer qu'on pouvait vivre avec ces zombies, que tout allait bien se passer. Oui, tout à fait. On a travaillé sur cette thématique importante. Tout au long du film, il y a une ambivalence et nous avons joué avec cette notion d'ambivalence tout en gardant une bonne structure. No questions. Est-ce qu'il y a des questions? Right here in the center. We're going to get you a mic. Hi, Inga-Merete Obelstoff from Bonjour. Dagbladet. Congratulations on a really Félicitations, ce film est fascinant. Je voulais vous interroger sur cette notion de maternité et les sentiments qui s'y attachent. Est-ce que vous pourrez nous expliquer votre portrait de la maternité? Quelle est la relation entre mère et enfant dans le film? En Autriche et en Allemagne, la maternité est un petit peu un sujet tabou. Les mères sont censées aimer leurs enfants avec une sorte d'amour sans limite, sans fin, ce qui est parfois le cas, mais pas toujours. Et donc, je voulais raconter l'histoire d'une maman qui, bien sûr, adore son fils, mais qui adore aussi son travail. En fin de compte, elle est déchirée. Aussi, elle est assaillie par son propre sentiment de culpabilité. Ça fait partie de la fin, cette fin heureuse, parce que finalement, elle décide que son fils a le droit de devenir autonome. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser. Pourriez-vous nous parler de la musique dans ce film? Autre aspect encore, la couleur est très intéressante dans ce film. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu? La musique et les couleurs. Oui, la musique a été composée par un Japonais, Ojito. Je l'aime beaucoup. Il a fait la musique dans des films d'une réalisatrice expérimentale new-yorkaise. Et j'ai beaucoup aimé son travail. Donc, avec Martin Geschlatt, nous avons toujours travaillé ensemble sur tous mes films. Nous voulions créer une sorte de style particulier qui est lié au film de Maya Derinitz. C'est un monde qui ressemble un petit peu à un rêve. Il y a cette notion de surréalisme. J'adore cette musique qui donne un sentiment très étrange, bizarre. Et c'est ce qu'il fallait pour le film. Aussi, ça rehausse le suspense
Pence, le public a ce sentiment que on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le film. Et les images. Vous avez réussi une chose très difficile, c'est-à-dire ressentir une odeur, un parfum. Comment est-ce que vous vous y êtes prise? Comment avez-vous trouvé la façon de transmettre cette notion de parfum? On le ressent, le parfum dégagé par la fleur. Eh bien, on s'est tous retrouvés ensemble dès le début de l'écriture et on a commencé à parler des sentiments. Ma sœur a dessiné les costumes et dès le début, nous avons travaillé ensemble sur les couleurs qui devaient figurer dans le film. Aussi, Emily a joué un rôle très important. Emily allait jouer le personnage principal dans le film et elle est rousse. Nous avons décidé ainsi qu'il fallait que les blouses soient roses ou vertes. L'idée, en fait, c'était que les couleurs jouent un rôle important dans le scénario en général. Comme l'a dit Jessica, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Nous avons créé un style visuel depuis le début. C'est un outil que l'on utilise beaucoup dans les films et les couleurs jouent un rôle primordial. Elle vous a demandé de faire quelque chose de très difficile. Vous devez avoir l'air heureuse tout en sachant qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. En fait, sa perception des scènes dans le film était très particulière, très spéciale. On en a beaucoup discuté. Il y a comme un sous-texte chaque fois. Même si la scène comporte peu d'action, il y a beaucoup de non-dits. Il y a ce sous-texte, il y a toute une dynamique de non-dits entre les personnages. Et ça, c'est vraiment puissant. J'ai beaucoup aimé cet aspect du tournage. Aussi, je me rappelle que nous avions parlé du fait que ce n'était pas évident de savoir comment transmettre cette idée que la personne a changé sans avoir visiblement changé. Comment donc rendre ces changements au niveau des personnages en scène? Emily pensait que les gens avaient changé, mais on ne savait pas si c'était juste dans sa tête ou si c'était réel. C'était une accumulation de faits qu'elle gardait en elle et puis tout d'un coup, elle s'est rendue compte que c'était vrai. Je suis entièrement d'accord avec Emily et Jessica. Il y avait autre chose qui m'a fascinée. Il ne fallait jamais rien montrer. Dans ma tête, je me disais chaque fois, j'ai été infectée, mais rien ne doit paraître. Et c'était extraordinaire. C'était un double jeu. Moi non plus, je ne le savais pas ce que ça allait donner. Barbara Kostolnik. Can you stand up, please? Yeah, sorry. Barbara Kostolnik, German Public Radio. Barbara Kostolnik, j'ai une question concernant la partie autrichienne de ce film. Quelle est la dimension vraiment autrichienne du film? Première question. Deuxième question. C'est une coproduction allemande, autrichienne et britannique. Quelle est la part des trois pays? Je pense que ce film n'a rien de typiquement autrichien, pour répondre à votre première question. Je n'ai jamais vraiment fait des films particulièrement autrichiens. J'essaie toujours de faire un film qui va plaire à un public international. C'est ce qui compte le plus. Mes films ne sont pas des films particulièrement réalistes, ce sont des films très stylisés. J'aime bien la notion de conte de fées.
Et ça marche dans tous les pays. Ce n'est pas vraiment un film qui se déroule dans un avenir proche, ça aurait pu se dérouler déjà dans le passé. Je préfère donc dans mes films montrer le côté plutôt existentiel. Et la question par rapport à l'Allemagne? Eh bien, la partie allemande du film, c'est le maquillage, un acteur qui joue le rôle du père, et en gros, la post-production. Nous travaillons également ensemble depuis 20 ans, et tous les films de Jessica ont été des coproductions allemandes. Vous avez parlé de la dimension existentielle du film. Qu'en est-il de la dimension politique? Est-ce que vous pensez que l'aspect subversif de votre film sera perçu directement par le public? Je n'ai pas bien compris votre question. Bon, cette notion de devoir être heureux dans la vie. Oui, le film pose la question. C'est quoi le bonheur, en fait? Et si une plante rend les gens heureux, c'est bien. Est-ce que ce n'est pas bien? Bien sûr, tout le monde dans la vie veut être heureux. Mais en général, on est heureux pendant un instant plutôt passager, et puis après, on ne ressent plus ce sentiment de bonheur. Le bonheur, avant tout, c'est une idée. Ce n'est pas quelque chose de tangible. Peter Paul Hoot, télévision allemande. Pourquoi est-ce que l'histoire se déroule dans un laboratoire qui utilise les toutes dernières technologies? Il y a un certain danger à cela, car déjà l'ambiance est un petit peu stérile. Donc pourquoi cet environnement totalement stérile? Je ne pense pas qu'on puisse trop styliser un film. Martin et moi-même avons développé ce style, et à un moment donné, Martin avait des idées assez courageuses, et j'ai dû peut-être le calmer un tout petit peu. Non, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est le style du film qui le rend particulier et différent. Le monde de la science, de la haute technologie est une thématique très actuelle à l'heure actuelle, ainsi que la manipulation génétique. C'est pour cela que je me suis passionnée lorsque je faisais certaines enquêtes et recherches en la matière. Quand on lit des articles, on a l'impression que cette manipulation pourrait être extrêmement dangereuse. J'ai questionné des scientifiques, je leur ai demandé qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans cette manipulation génétique. Plus on y regarde de près, moins on trouve la réponse, ou on trouve 10 réponses et pas une seule. Cela m'a passionnée. Je cherche toujours à trouver des thématiques où il y a 10 réponses plutôt qu'une seule. Je représente la BBC. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, Jessica, on plaisantait tout à l'heure par rapport à l'utilisation des fleurs. C'est le symbole de l'amour, notamment les fleurs rouges. Pourquoi avoir choisi une fleur rouge pour transformer les gens en zombies, des gens qui en fait font peur? Deuxième question. Vous avez montré la haute technologie, la science, les avancées scientifiques, et ce sont des choses qui font peur. Vous avez montré ces craintes dans le film. En quoi votre film apporte une réponse supplémentaire ou ajoute quelque chose au débat? D'abord, la fleur.
Géraldine et moi-même avons commencé à construire le récit et on s'est dit que ça pourrait être quelque chose qu'on mange. Il pourrait s'agir d'une pomme, par exemple. On a beaucoup parlé de graines aussi. On a étudié l'électromagnétisme. Ce que l'on souhaitait trouver, c'était une sorte de complot. Et la manipulation génétique se prête bien à cette notion, à cette théorie du complot, parce qu'il y a beaucoup de controverses. On a opté pour une fleur, donc, à un moment donné, parce que la fleur est un symbole puissant. On ne voulait pas tourner un film sur la manipulation génétique, mais plutôt sur le souhait très profond de l'être humain de ressentir le bonheur et d'être aimé par d'autres. Donc, cette fleur est un symbole, cette fleur qui rend heureux. Comme j'ai déjà dit, je pense que ce qui compte, c'est la fin du film. C'est une chute heureuse. Il y a ces zombies, mais on peut vivre avec. Ce n'est pas très grave. Et puis, on ne s'en rend même pas compte. Ça aussi, c'est un point très intéressant dont on a discuté. Les gens se préoccupent beaucoup de ceci ou de cela, mais les vrais dangers sont peut-être les dangers imperceptibles. Pour les producteurs, nous connaissons Black Mirror ou d'autres films de science-fiction où on utilise la science de façon très intéressante. Est-ce que vous pensez que les gens aiment de plus en plus ce type d'histoire? Oui, bien sûr, on voulait être différent dans ce film. On voulait un film un petit peu unique. Black Mirror, eh bien, il y a une grande créativité en termes de thématiques chez eux. Mais on a parlé de Hakuji. On a parlé aussi du fonctionnement du cerveau en fonction des parfums. Et ce n'est pas quelque chose que l'on trouve dans les films que vous avez cités, qui sont des films d'action avant tout. Et puis, bien sûr, le scénario est extrêmement abouti. Erika Abreu from Brazil. Je viens du Brésil. Bravo. C'est un film surprenant, notamment la fin qui était assez imprévisible. Question à Jessica. Si vous deviez refaire ce film, est-ce que vous changerez certains éléments? Est-ce que vous en rajouterez? Ou est-ce que le film resterait identique? Question difficile. Il faudrait peut-être en parler dans 2 mois. Quand le film sort à l'écran, je me rends compte à ce moment-là de ce que j'ai créé parce que je vois les réactions du public. C'est un moment très important. Je commence à me dire, donc, bon, ça marche, telle ou telle chose marche bien, telle ou telle autre chose marche moins bien. Peut-être qu'on pourrait en rediscuter dans 2 mois. Je pourrais vous dire ce que je souhaiterais changer. Deborah Cole, AFP. J'ai une question à poser aux Autrichiens. Et puis aussi, je voudrais faire écho à la question de Didier par rapport aux fake news. Vous n'avez sans doute pas eu le temps de lire les nouvelles depuis hier soir, mais en Autriche, à l'heure actuelle, il y a eu certaines révélations dans la presse par rapport à l'extrême gauche, en tout cas en Autriche, qui serait en collusion avec un agent russe et qui serait impliqué dans des manipulations des médias. Est-ce que vous en avez entendu parler? Si oui, j'aimerais bien connaître vos réactions. On n'est pas au courant, mais s'ils trouvent des raisons pour se débarrasser de cette personne, tant mieux. C'est encore moi. Jessica, j'ai regardé votre film hier.
Il y a la petite boutique des horreurs qui m'est venue à l'esprit. C'est un film sur les fleurs. Et ça m'est venu à l'esprit parce que dans vos dialogues, on perçoit la tradition de ces grands films. Quelle est l'importance de Corman et des autres réalisateurs dans ce film-ci? Oui, le film nous était très important. Je l'avais regardé avec la personne qui s'était occupée des effets visuels. Et je lui avais dit, oui, regardez ce film. Je voudrais que certains plans dans mon film soient aussi ridicules que dans celui-là. Et il m'a dit, bon, il faudrait que les choses soient réalistes. Cette fois-ci, il faudrait que la personne ressemble davantage à une sorte de personne manipulée par autrui, une marionnette, par exemple. Et donc, on avait décidé de ne pas avoir recours à une animation numérique. C'est pas tout à fait comme la petite boutique des horreurs. C'était une version très musicale. Il y a cet élément de tourner en noir et blanc aussi. Jessica, vous avez dit que dans la société, on devient comme des zombies. Quand vous avez travaillé sur ce film, oui. Est-ce que vous avez pensé à la manière dont tous ces zombies pourraient peut-être se réveiller un jour? Question intéressante. Chacun vit dans son propre monde. On ne va jamais se réveiller. Peut-être qu'on se réveille le jour où on est mort. Une question au fond de la salle. Bonjour, je viens d'Italie. J'ai une question par rapport à la chute, à la fin du film. Ce qui m'a frappé, c'est que le fils décide de quitter sa mère pour aller vivre avec son père. Ça veut dire aussi qu'il va quitter Little Joe. Vous n'en parlez pas beaucoup dans votre film de cette fin. C'est un peu bizarre, c'est assez curieux. C'est peut-être un signe, d'ailleurs. Peut-être que le fils, Joe, éprouve de nouveau de vrais sentiments. No spoilers. Just an explication of this. Est-ce que vous pourriez nous donner une explication de cette fin? Je dirais que ce que vous venez de dire, eh bien, c'est l'autre dimension du récit. Ce récit comporte deux dimensions. Oui, les personnes ont été infectées, ils n'éprouvent plus de vrais sentiments. L'autre explication, c'est non, ils n'ont pas été infectés, mais quelle est la définition d'un vrai sentiment, d'un sentiment authentique? J'ai remarqué que la psychothérapie joue un rôle important dans le film. Et à un moment donné, vous n'êtes même plus sûr si le personnage principal raconte la vérité ou imagine ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous parler donc de la psychothérapie et son importance pour vous? C'est important pour moi. Ça, c'est peut-être l'élément autrichien du film, d'ailleurs. En Autriche, beaucoup de gens fréquentent les psychothérapeutes. C'est pratiquement normal de le faire. Et ça permet, dans un film, d'apporter cette autre dimension, cette autre perspective. Il y a certes le côté scientifique, nous sommes en présence d'un virus. Et puis, il y a l'autre dimension, la dimension psychologique, et selon laquelle tout se passe dans la tête de la personne. D'où l'importance de ces séances chez le psy. J'adore les psychothérapeutes, moi-même. Je pense qu'ils jouent un rôle très intéressant. Hi, Brian Johnson from McLean's. Brian Johnson, McLean's, Canada. I arrived a bit late, so excuse me. Je suis arrivé un tout petit peu en retard. Désolé si on a déjà posé la question. Je voulais parler donc de l'éventail de couleurs dans le film. Les couleurs sont extrêmement précises. Il y a ce vert menthe et les différences d'éclairage. On a le sentiment que le laboratoire entier est inondé de couleurs.
la couleur elle-même joue le rôle presque de drogue dans le film. Oui, absolument. C'est un peu ce que disent les gens dans le film, qu'ils soient infectés ou non, bien, ils ne s'en rendent pas compte, rien ne se voit. La couleur est très importante dans le film. Nous avons beaucoup travaillé sur les couleurs avec Martin, même au niveau de la post-production. On voulait des couleurs très vives, on voulait augmenter le contraste pendant la post-production. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Les couleurs sont très tranchées. On voulait que les couleurs soient très brillantes. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres films que j'ai tournés. Nous avions travaillé avec une caméra vidéo à l'époque. On avait travaillé sur le cadrage, les couleurs. L'idée, c'était d'avoir des couleurs presque artificielles, très brillantes. Je ne veux pas faire des films qui aient l'air vraiment vrais. Moi, j'aime les films un peu surréalistes. Pourquoi? Parce que un film, c'est juste un avis. Et le public doit formuler son propre avis. J'ai beaucoup aimé ce film. La composition elle-même change au fur et à mesure. La position des acteurs change au fur et à mesure que l'infection progresse. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me trompe? Vous l'avez peut-être imaginé. Ah, ça veut dire que votre film, vraiment, ça marche, ça fonctionne. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette conférence de presse.